Ce que je vous propose, c'est qu'on a parlé maintenant de systèmes de correction inframétriques. La question, c'est comment descendre au-delà. Et donc, on a demandé à Romain Legros, qui est directeur général de la société Geoflex, qui propose un système de correction Precision Point Positioning, donc PPP, nous faire une présentation de cette technologie et de ses usages, sachant que donc, Geoflex est né d'un transfert de technologie depuis le CNES. Donc aujourd'hui est une start-up ou une PME innovante qui a une promesse un peu forte, se positionner partout dans le monde par satellite en temps réel à quelques centimètres près. Donc on va voir ça avec vous. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Romain Legros et je suis le fondateur et le directeur général de la société Geoflex. Et donc chez Geoflex, on opère des nouveaux services d'augmentation de ces différentes constellations de satellites qui servent pour le radiopositionnement. Et donc l'acronyme, il marche aussi en français pour faire du positionnement ponctuel précis. Et donc se positionner partout sur Terre avec une précision qui peut atteindre les quelques centimètres. Alors depuis le submétrique, on verra, il y a différents services jusqu'à quelques centimètres. Donc notre métier à nous, c'est pas de fabriquer des puces GNSS, c'est de fabriquer des corrections qui vont permettre, si on se rappelle le petit schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc on est positionné côté fournisseur de services, et donc on va fournir des corrections qui vont venir alimenter les récepteurs pour pouvoir les passer dans un mode qui est plus précis, qui est plus intègre et qui est plus continu. L'augmentation GNSS, c'est bien comme le disait Thierry tout à l'heure, la conjonction des trois. Souvent on a l'idée en tête que c'est uniquement l'augmentation de la précision, avoir un système précis mais qui n'est pas intègre, sur lequel je ne peux pas faire reposer l'application critique, je ne peux pas aller biner sans prendre le risque de dégâts ou de dommages au rang, j'ai un souci, et si c'est précis intègre mais que ça marche que 15 minutes par jour, et que j'ai besoin de biner à pleine journée parce que le créneau météo l'impose, j'ai un souci en termes d'usage. Et la conjonction des trois, c'est la disponibilité globale du système, si on veut poser tous les termes. Donc nous, on vend ce flux de correction, c'est un flux de données, et c'est une singularité forte, délivrée dans un format interopérable, pour qu'il puisse être compris par tous les récepteurs du marché de manière agnostique. Comme on ne fabrique pas les récepteurs, on n'a pas vocation, ça posait tout à l'heure la question de la répartition dans la chaîne de valeur, j'ai quelques slides qui expliquent ça, on n'a pas vocation à aller faire l'augmentation GNSS, la puce GNSS, le logiciel qui va permettre de faire le guidage, l'autoguidage, l'asservissement de la rampe de pulvée, du semoir, des rangs du semoir, etc., jusqu'à l'utilisateur final. Pour piloter la valeur verticalement, on va positionner une brique de haut niveau horizontale sur lequel nos clients, des intégrateurs métiers, vont pouvoir venir se brancher, se plugger, pour bâtir toutes les chaînes aval jusqu'à l'utilisateur final. Donc l'utilisateur final ne connaît pas Geoflex finalement. Alors c'est un peu un modèle à la Intel Inside en fait. Sur le PC là, je sais que dedans j'ai un processeur Intel et qui est gage de qualité. Donc le modèle c'est bien celui-là, c'est du B2B, business to business, to customer, B2B2C. Et de manière optionnelle, pour pouvoir accélérer nos intégrateurs, si on va voir un fabricant d'outils agricoles, peut-être qu'il n'a pas les équipes GNSS pour pouvoir intégrer la correction, et donc de manière optionnelle, on peut lui fournir des kits de développement logiciel et matériel, voire des implémentations de référence pour qu'il aille vite dans son intégration. Pour au final fournir quoi ? Fournir une solution simple, état de l'art, qui permette de se positionner avec une précision qui peut atteindre les 4 cm partout dans le monde. Alors quand on parle de précision, c'était mentionné dans la présentation précédente, c'est avec un indicateur de confiance de 95%, qui est à minima ce qu'on estime être requis pour des applications critiques, et c'est un indicateur qui est donné sur les composantes horizontales du positionnement, le vertical étant toujours plus mauvais par GNSS du fait de la répartition des satellites qui sont de facto que d'un seul côté de la Terre, dans la multilatération spatiale qu'expliquait Thierry. Et donc ce système-là, ce flux de données-là est applicable sur les récepteurs en temps réel pour obtenir cette précision en temps réel et partout dans le monde. Alors comment ça fonctionne ? Je ne vais pas redétailler tout ce que Thierry nous a expliqué tout à l'heure. On a différents postes d'erreur. La première, c'est l'erreur d'orbite des satellites. Donc pour faire la mesure de distance dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir se positionner sur une sphère et faire l'intersection de 4 sphères, faut connaître la qualité de la coordonnée des satellites et les éphémérides radiodiffusées qui sont recalculées pour les 6 prochaines heures en permanence par le système. Elles ont une précision native qui est de l'ordre du mètre. Donc déjà, du fait de l'imprécision sur les coordonnées sur les satellites, je ne peux pas me positionner ici à mieux que le mètre. Ensuite, on a vu que c'était une mesure du temps, et donc le deuxième grand poste d'erreur, c'est la synchronisation des horloges entre temps satellite et temps récepteur. Et là, le milliardième de seconde, le signal se diffuse ayant une vitesse de 300 000 km/s, le milliardième de seconde
ça fait 30 cm d'erreur sur la mesure de distance. Donc si je veux me localiser sur des sphères qui ont une épaisseur la plus fine possible, on va le verbaliser comme ça, mais il faut maîtriser le calage temporel du temps récepteur et du temps satellite à typiquement le milliardième de seconde, si on veut une erreur de moins de 30 cm sur la pseudo-distance. Ici, Thierry l'a bien expliqué, on a une erreur qui est de l'ordre de 10 nanosecondes. Donc 10 nanosecondes, ça fait 3 mètres en mesure de distance. Et donc ça veut dire qu'il faut appliquer des correctifs, même à ces horloges atomiques qui sont très précises. Et ici, typiquement, on a une précision du temps qui est mesurée, qui est de l'ordre de la microseconde, et ça fait 300 mètres d'erreur. Donc là aussi, il faut appliquer un correctif d'horloge sur le récepteur utilisateur. Et puis entre les deux, il faut être capable d'estimer ou de modéliser la réflexion et la réfraction de l'onde électromagnétique émise par le satellite sur les différentes particules chargées dans la ionosphère, à peu près 1000 km d'altitude. Et ça représente un allongement apparent du trajet qui peut atteindre les 200 mètres, 200, 300 mètres. Et dans la troposphère, à une dizaine de kilomètres d'altitude, en fonction de la teneur en vapeur d'eau, on peut prendre une dizaine de mètres d'allongement du trajet lié à la réflexion-réfraction des signaux. Et donc au final, il y a deux manières de faire l'augmentation GNSS. Soit je réduis chacune des erreurs les unes derrière les autres sur l'équation de mesure et je fais du positionnement ponctuel précis. Soit je fais du différentiel. Le principe du différentiel, et Paul l'expliquera après, c'est de mettre une station de référence à proximité de l'utilisateur et de dire qu'on ne sait pas expliquer toutes les sources d'erreurs les unes derrière les autres. Donc on va en regarder l'influence globale localement et se dire que les mêmes causes localement ont les mêmes effets, et donc appliquer une erreur globale vue à proximité de l'utilisateur à l'utilisateur. C'est notamment ce que fait en partie EGNOS, qu'a expliqué Sophia tout à l'heure. C'est une correction différentielle, si je ne dis pas de bêtises. EGNOS, ça fait des corrections d'orbite horloge, donc c'est plutôt dans la famille PPP. Et puis, pour la ionosphère, c'est un modèle qui est établi à partir des 34 stations RIMS qui sont en Europe, ou 40, pardon, qui va permettre d'estimer ce qui se passe ici dans cette couche, d'en faire une carte qui va être diffusée aux utilisateurs. Donc c'est un peu un cumul des deux, les deux technologies. Donc c'est plutôt dans la famille PPP que dans la famille différentielle. J'ai tout compris. Donc le système, une fois qu'on a redécrit tous ces postes d'erreur, comment ça va fonctionner? On a bâti une infrastructure. On utilise une infrastructure qui fait une centaine de stations dans le monde, qui permet en temps réel, donc c'est des stations permanentes qui vont faire les observations sur les satellites des 4 constellations, qui vont remonter ces observations en temps réel jusqu'à 2 centres de calcul. On en a un qui est en Europe, un qui est en Amérique du Nord, un troisième qui est en construction à Singapour. Sur ces centres de calcul, on utilise une technologie qu'on a sortie du CNES. Donc c'est un algorithme qui va, à partir des observations réalisées en continu sur les satellites, modéliser en temps réel les biais d'orbite, les biais d'horloge et les biais d'électronique des satellites. Pour voir jusqu'où le diable va se nicher dans les détails, si on peut dire ça comme ça, il y a aussi des biais d'électronique dans les satellites. Un satellite qui est éclairé par le soleil, il y a une température de bord qui est à plus 80 degrés. Quand il passe en éclipse de la Terre, il se retrouve à l'ombre, moins 40 degrés. Dans les 120 degrés d'amplitude thermique, il y a quelques nanosecondes qui apparaissent dans les biais d'électronique, donc sur le générateur de signal en tant que tel, et sur la dilatation du câble entre le générateur de signal et l'antenne. Donc il faut être capable de modéliser également ce biais d'électronique qui est propre à chaque satellite, à la nature du câble, à son diamètre, à sa longueur, à la qualité de l'électronique de bord de chacun des satellites. Connaître par cœur le satellite en question. C'est en fait une modélisation de toutes les sources d'erreurs qui peuvent arriver. Et il y a cette espèce de notion de bien connaître la signature de chacun des satellites et son comportement, notamment quand il passe en éclipse de la Terre. Et donc le CNES a travaillé, c'est une technologie qui a commencé à être développée au CNES il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc il y a du travail derrière avec des équipes spécialisées dans l'orbitosynchro, c'est pas parti from scratch. 15 ans de dev scientifique et puis un transfert de technologie pour que Geoflex industrialise le système. Puis j'imagine qu'il faut un petit peu de capital pour positionner toutes ces stations aussi. Alors effectivement, il y a un gros travail. Donc le cœur de réseau, c'est une infrastructure qui fait 40 stations, qui appartient au CNES, qui s'appelle Regina. Et ensuite, on a passé, Geoflex, des accords avec des industriels qui opèrent eux-mêmes des stations et avec lesquels on a des accords pour pouvoir construire l'intégralité du réseau. La condition étant que chaque satellite soit vu par au moins 6 stations au sol bien réparties, pour pouvoir modéliser convenablement toutes ces erreurs satellites dépendantes. Donc j'en profite pour vous faire répondre à une question qui se pose là tout de suite. Oui. Toutes les stations en question n'appartiennent pas donc à Geoflex, elles appartiennent au CNES et ou à des industriels
à qui vous louez en quelque sorte ces stations. Exactement. Et au fur et à mesure que le système monte en puissance, donc on a signé un accord, un transfert de technologie en 2016. On opère nos premiers services depuis début 2018. Et au fur et à mesure que le système monte en puissance, on installe nous-mêmes nos propres stations. Le plan est d'installer nous-mêmes nos propres stations pour avoir un système sol sous gouvernance CNES Geoflex. Donc à la fin, on obtient les positions précises des satellites. Donc typiquement, le biais d'orbite d'une précision qui est de l'ordre du mètre, on le descend à une précision qui est de l'ordre de 2,5 cm en temps réel, RMS, et le biais d'horloge des satellites d'une dizaine de nanosecondes à 0,3 nanosecondes en temps réel. Et ces corrections-là, elles ont un côté sympa, c'est que c'est commun à tous les utilisateurs du système. L'erreur d'orbite du satellite Galileo numéro 12, c'est le même que je le vois depuis Montpellier ou depuis le Maroc. Peu importe, c'est satellite dépendant, donc on peut diffuser ces corrections-là, satellites dépendantes, orbitaux synchro, par différents moyens de télécommunication jusqu'aux utilisateurs, dont une partie d'entre eux sont des agriculteurs. Et donc recevant ce flux de données, donc le côté sympa, c'est que c'est les mêmes pour tout le monde, donc le système, la montée en charge du système n'est pas directement proportionnée au nombre d'utilisateurs. Contrairement à des systèmes de type NRTK qui ont besoin de communiquer, où l'utilisateur communique sa position pour pouvoir récupérer les corrections de la station. Il n'y a pas de logique de bande passante, quoi. Il n'y a pas d'embouteillage d'augmentation des capacités de calcul proportionnées au nombre d'utilisateurs. Et donc pour aller attaquer des marchés mass market, c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. On n'emboîte pas des machines supplémentaires ici à chaque nouvel utilisateur. Donc on diffuse ces corrections soit par Internet, soit par d'autres satellites qui n'ont rien à voir avec la localisation, qui sont des satellites de télécommunication. Donc là, il y a plusieurs satellites, plusieurs constellations, type Iridium, Inmarsat, Orbcomm, pour être capable d'envoyer des corrections, accéder à Internet à travers des satellites. Et ces satellites de communication ne rajoutent pas d'erreur de leur côté? Rien à voir? Alors il y a une latence à prendre en compte sur le temps de parcours de la correction, mais la correction est datée. Donc après, c'est prendre la correction qui a une date donnée et l'apparier à la mesure qui a la même date pour pouvoir corriger la mesure. Et donc, comme les corrections peuvent arriver avec de la latence, il y a des modèles d'extrapolation qui sont montés, d'extrapolation des corrections qui sont montés dans les récepteurs pour pallier ça. Et donc, côté récepteur-utilisateur, il reste à estimer, donc c'est plus un modèle, c'est une estimation statistique qui est faite pour estimer toutes les erreurs locales. Donc les réfractions atmosphériques et puis les erreurs d'horloge et biais d'électronique récepteur, et ça c'est fait par accumulation de mesures, donc le nombre de paramètres à estimer est figé, est constant, et donc plus je vais faire de mesures, plus je vais surdéterminer le problème, plus je vais pouvoir estimer ces erreurs-là pour au final obtenir une précision qui peut atteindre 4 cm en planimétrie avec un seuil de confiance de 95%. Donc il y a un temps de convergence dans le PPP, si on le traite dans sa manière la plus simple, qui est l'estimation locale par accumulation de mesures des biais locaux. Et ça, aujourd'hui, dans la techno qu'on opère, ça prend une demi-heure, le temps d'arriver à la pleine précision du système. Donc on voit ici, très rapidement, au bout de quelques secondes, on a une précision qui est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres, et puis ensuite ça converge vers les quelques centimètres. C'est ce qu'on voit ici, la période de convergence, elle est en bleu. Ici, le système, donc si on laisse un tracteur arrêté quelque part, pendant 3 jours, donc on calcule un point cinématique et on fait de l'accumulation de mesures, on a 95% des points qui arrivent dans une ellipse qui a un grand axe ici, sur cette expérience-là, qui fait 41 mm. Autre manière de dire, pour fixer les choses, c'est 68% des points qui sont dans une pièce de 2 €, à peu près 20 mm, partout dans le monde, sur Terre, sur mer et dans les airs, jusqu'aux orbites GNSS qui sont à 20 000 km d'altitude. Pour employer un buzzword, dans la modélisation statistique, ou en tout cas l'estimation statistique que vous faites des corrections, je ne pourrais probablement parler exactement les bons termes. C'est exactement ça, non, c'est parfait. Et il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, ou c'est de la pure stat mécaniste, on va dire? C'est de la pure stat à papa. Alors on peut peut-être essayer d'estimer par apprentissage des comportements bizarres dans la ionosphère, donc il y a des tas de travaux, mais ça se fait très bien typiquement par moindre carré ou par filtre de Kalman. Si j'ai beaucoup plus d'équations que d'inconnus, par un moindre carré, la technique la plus simple, un moindre carré bête, enfin bête. Pardon pour tous ceux qui ont inventé ça il y a 200 ans, mais ça marche bien, quoi. Donc ici on voit sur une série temporelle, je vais essayer de revenir. Ça arrive. Il y a toujours un temps de latence, pour le coup. On voit ici, donc ici chaque carreau fait 10 cm, ici on a 5 minutes
sur les abscisses, 10 cm sur les ordonnées. Et donc ici, on a les trois composantes, est-nord, ou est-ouest, pardon, nord-sud, et puis altitude. On voit ici la période de convergence de 30 minutes, où assez rapidement, on est à mieux que 50 cm, on descend en quelques minutes à environ 10 cm, avant d'arriver, au bout de cette trentaine de minutes, à la précision nominale du système, qui est de 4 cm. Mais si moi je bouge, il faut que je remette 30 minutes, ou est-ce que ça me suit? Non, ça vous suit, et c'est mieux de bouger, parce qu'en fait, d'un point de vue statistique, plus deux époques de mesure vont être décorrélées, plus elles vont apporter d'informations d'un point de vue statistique, et donc on a intérêt à bouger, même le plus rapidement possible, pour décorréler les époques de mesure. Donc je suis dans mon tracteur, j'avance, vous allez au champ, fais rien de pendant la 30 ferme minutes. au champ, où vous êtes dans la phase de transport, donc vous préchauffez le tracteur, ouais. Vous attelez, vous allez au champ, et en général tout ça, ça prend une trentaine de minutes, et donc c'est des systèmes qui se sont bien développés. Je pense que Vincent en parlera tout à l'heure, ça fait une dizaine d'années qu'il commercialise du PPP chez Trimble dans le domaine agricole, et donc c'est compatible d'un usage agricole classique. Okay. Et il y a des moyens, c'est ma slide d'après, d'accélérer ce temps de convergence. On va le voir. Là, c'est la version, j'explique tout pour essayer d'être didactique. Après, on a des capacités, et notamment avec les nouveaux signaux Galileo, à réduire ce temps de convergence. Donc il y a deux manières de réduire le temps de convergence. Soit je fais du PPP RTK. Alors RTK au sens premier du terme, un real-time kinématique, ça veut dire que je peux me déplacer en temps réel et faire du PPP, avec sous-entendu un temps de convergence qui est compatible d'une application temps réel. Et donc on peut réduire avec une station permanente, donc voilà à quoi ça ressemble, une antenne, un mât d'antenne, un coffret, avec un récepteur GNSS ici, et puis de quoi le sécuriser et assurer sa continuité d'opération. Je peux fournir les réfractions ionosphériques que cet équipement voit à chaque instant, dans une zone de 100 km de rayon autour de cet équipement pour réduire le temps de convergence à 1-5 minutes. Typiquement, pour du différentiel, donc l'idée c'est de dire, voilà, sur une station permanente dont je connais les coordonnées, qui est à un endroit jusqu'à une centaine de kilomètres de mon tracteur, je vois sur tel satellite telle réfraction atmosphérique, et donc je me dis que je peux l'appliquer modulo une incertitude sur cette mesure qui est proportionnelle à la distance qui me sépare de la station. Donc c'est pas du différentiel, au sens de j'applique pas ce que j'ai vu à la base à mon mobile, je l'utilise comme information a priori dans mon estimation pour faire converger le système plus vite. Et donc ça marche dans un rayon d'une centaine de kilomètres, c'est 3 fois plus que les plus grandes lignes de base qu'on peut avoir en différentiel, pour avoir une précision centimétrique typiquement au bout d'une minute. Donc ça nécessite de l'infrastructure locale dans ce premier mode. Et donc ça marche avec des récepteurs bifréquences ou monofréquences, donc des récepteurs pas chers. Si on peut se payer un récepteur un petit peu plus cher, qui est notamment trifréquence, là on a suffisamment, chaque fréquence apporte de l'information supplémentaire. Quelque part, passer de 1 à 3 fréquences, c'est 3 fois plus d'équations d'observation pour faire l'estimation des mêmes erreurs. Donc je surdétermine beaucoup plus vite le système, et donc je suis capable de converger ici typiquement, d'avoir sur une époque 20 à 30 cm de précision, et de passer sous les 10 cm en 5 minutes partout dans le monde, sans aucune station de référence à proximité de l'endroit où je travaille. Et ça s'appelle le Global PPP RTK, donc des systèmes trifréquences. Il y a un satellite GPS qui a été lancé en fin d'année 2018. Il y a tous les satellites Galileo. Donc l'intérêt de Galileo dans l'agriculture de précision, c'est des systèmes. Il va falloir relancer. Allez-y, continuez. Je m'en occupe. Merci. Et puis la constellation chinoise Beidou a également plusieurs fréquences qui permet le même type d'application dans le global PPP RTK. Donc on voit ici, en fait, les différentes... c'est une autre représentation de ce qu'on voyait tout à l'heure. GPS émet sur 3 fréquences, L1, L2 et L5. Donc c'est aux alentours de 1500 MHz qu'on voit ici. GLONASS émet sur L1, L2. Galileo émet sur E5, E5A, E5B, et puis une bande centrale qui s'appelle E5 Alboc, E1, et puis une bande ici qui est E6, qui est très... Donc formellement, il y a ici 3 fréquences sur E5,
une quatrième sur E6 et une cinquième sur E1. Donc dans Galileo, il y a même 5 fréquences formellement. Et si j'utilise la bande E6, elle est très pertinente parce qu'elle est plus éloignée. Alors on ne va pas dire qu'elle est centrale entre E5 et E1, mais elle est plus éloignée. Il y a plus de séparation dans le spectre qu'entre E5A et E5B. Donc en utilisant E5A, E6, E1, le CNES a montré en mars 2018 qu'on était capable, sur une époque de mesure, de faire du positionnement centimétrique partout dans le monde. Et c'est à peu près la même chose avec Beidou, en utilisant les signaux B2A, B3 et B1. On est capable d'obtenir une précision centimétrique en une époque de mesure, avec un nombre de satellites qui est important. Les satellites trifréquences L5, GPS, il y en a 12, il y a 18 Beidou. En décembre 2018, il y avait 18 Beidou et 20 Galileo nominaux. Donc ce qu'on comprend, c'est que le service PPP que vous proposez, il est compatible avec toutes les constellations. En fait, un satellite, c'est un véhicule qui porte des horloges qui permettent de se localiser sur Terre. Vous corrigez les horloges. Et on corrige les horloges et les orbites, donc peu importe la taille du véhicule, grand panneau solaire, petit panneau solaire, grosse taille, petite, enfin peu importe. Ça a été modélisé pour être, alors le terme dans le jargon, c'est GNSS centrique et pas GPS centrique. Donc on cale tous les systèmes temps de référence de toutes les constellations dans l'UTC, on cale toutes les orbites dans le même système de référence terrestre, et donc à la fin, on traite des données qui sont agnostiques de la nature de la constellation. Et donc, sur une époque de mesure, en faisant du global PPP-RTK avec 3 fréquences et cette nouvelle constellation Galileo, ici vous avez 10 cm, ici vous avez 1 minute, sur 10 runs d'une expérimentation qui a été faite en mars 2018. Donc ça, c'est encore expérimental. C'est en cours de développement, mais on a mieux que 5 cm sur une époque de mesure partout dans le monde. Donc ça va faire le lien avec la présentation d'après. On n'a pas inventé le positionnement précis et l'augmentation centimétrique à destination des applications agricoles. Le RTK, ça existe depuis les années 90, le NRTK, ça existe depuis les années 2000. Et le PPP, il y a plus de connaissances à avoir pour pouvoir décorréler toutes les sources d'erreurs les unes des autres. Et donc ce PPP-RTK est arrivé dans les années 2010 globalement. Et a une forte proposition de valeur pour nos clients qui sont des intégrateurs de machines agricoles, puisqu'on leur dit concevez une fois vos systèmes avec l'intelligence, la géo-intelligence de la machine, et vendez-les partout dans le monde sans spécificité locale. Sinon, ils sont obligés, en concession, les vendeurs, à chaque fois qu'ils vendent une machine, de demander à l'agriculteur s'il a une base RTK à proximité de chez lui, ou s'il est couvert par le service de sa coopérative ou par un service type Teria, Paul en parlera tout à l'heure. Et donc l'ordre de grandeur, là, c'est un service NRTK en France, il faut mettre 200 stations. Là, il y a 100 stations dans le monde, avec une redondance d'ordre 2. Et l'avantage du PPP, si on parle d'hybridation serrée, parce qu'à un moment donné, ça ressortait de la présentation de Thierry, le GNSS ne va pas tout faire. Il y a des erreurs locales. On voyait tout à l'heure la voiture qui passait derrière des arbres, et donc il y avait des occultations du signal. Derrière des bâtiments, il y a des masquages complets. Donc le GNSS, de toute manière, ne sera pas disponible partout. Il faut voir des satellites pour pouvoir les augmenter. S'il n'y a rien à augmenter, on ne fait pas de magie. Et donc le bon système de positionnement global, il est multicapteur. Et il hybride du GNSS augmenté avec de la mesure inertielle, et vous avez des compensateurs de terrain sur les machines agricoles, au moins pour pouvoir reprojeter le centre de phase de l'antenne GNSS au sol, et puis ensuite par construction au crochet de l'attelage, puis aux éléments travaillants de l'outil. Et donc ça, c'est des accéléromètres et des gyromètres qui apportent de l'information qui peut être hybridée avec la mesure GNSS augmentée pour fiabiliser le positionnement et permettre un positionnement pas dans quelques mètres, quelques dizaines de mètres, ou quelques secondes dans des occultations GNSS. Donc typiquement, ce qui peut arriver en agriculture, c'est les demi-tours dans les fourrières à proximité d'un bois. Je perds des satellites dans cet endroit-là. Et si je veux faire mon demi-tour automatisé, pour reprendre ma ligne de guidage avec la plus grande rapidité de chantier possible, il y a de l'autoguidage chez certains constructeurs dans les fourrières pour automatiser tout ça, avec relevage de l'outil. On en reparlera cet après-midi, ouais. Tout ce qui va bien, ouais, on en parlera probablement cet après-midi. Et donc le fait de faire du PPP, au final, on a une information qui est directement... En différentiel, on ne manipule pas d'observations qui ont un sens physique. On manipule des différences d'observables. Ici, en PPP, on manipule de la géométrie. On manipule les coordonnées d'un satellite centimétrique à la mesure de pseudo-distance centimétrique.
Et donc, typiquement, on peut faire des hybridations serrées. Cette mesure de distance, elle peut venir brider avec un seul satellite la dérive d'une centrale inertielle. Une centrale inertielle, dans un tracteur, ça va mesurer les accélérations et les vitesses angulaires. Si j'intègre 2 fois l'accélération, je suis dans le domaine du positionnement. Si j'intègre 1 fois la vitesse angulaire, je suis dans le domaine du positionnement. Et donc, ça veut dire que c'est une information qui va très vite dériver, parce que si j'intègre 2 fois l'accélération, j'intègre 2 fois le bruit. Et donc, du bruit au carré, ça fait du gros bruit. Donc, ça ne reste pas précis très longtemps. Et si je peux contraindre, je vais le dire vulgairement, la patate d'erreur autour de la centrale qui va faire que grossir très rapidement, si je peux contraindre l'espace de probabilité de localisation à l'intersection entre cette patate d'erreur et puis ma sphère centimétrique sur un seul satellite, je ne suis plus dans un espace de probabilité de localisation, qui est ma patate d'erreur, je suis dans une surface qui est beaucoup plus petite, et si je prends 2 satellites, je ne suis plus sur une surface, je suis sur un arc. Et donc, juste avec 2 satellites, sans passer dans le domaine du positionnement, je peux contraindre, brider la dérive d'une centrale inertielle pour faire du meilleur positionnement dans les fourrières, et puis si dans les zones vallonnées, ça dépend des... C'est pas la Beauce partout ou les plaines US. Et donc, en fonction des types de visibilité sur le ciel, avoir des meilleurs systèmes par hybridation serrée. Et ça, en différentiel, c'est pas possible. Donc les chaînes applicatives, rapidement, et puis ça va retoucher à la chaîne de la valeur. Les chiffres de la Commission européenne, c'est qu'en 2020, donc on se positionne ici. En bleu, on a les services à valeur ajoutée autour du GNSS, et en vert, on a le cœur business GNSS, donc les récepteurs, et les services d'augmentation de précision. Ce bâton vert-là, il pèse 60 milliards de dollars pour 2020, et il croît globalement de 7% par an. Sur ces 60 milliards, on estime, nous, de nos études de marché, qu'en 2020, la part de l'augmentation GNSS, c'est 3 milliards. Et l'autre chiffre important à prendre en compte dans la chaîne de la valeur, c'est qu'en 2030, donc c'est des chiffres de la Commission européenne, il y aura 30% du PIB européen qui sera sous dépendance GNSS. D'où l'intérêt stratégique d'avoir déployé Galileo. Alors ça ne veut pas dire que si on arrêtait les GNSS, on perdrait 30% du PIB, ça veut dire qu'il faudrait trouver d'autres solutions pour assumer ces 30% de PIB. Avec des marchés qui sont avérés, globalement on les voit ici, géospatial, construction, agriculture, où là depuis les années 90, on fait du RTK. Sur le segment 2015-2025, ces marchés-là, on voit ici comment ils sont répartis, ce sera 7% du gâteau. Le gros étant les services géolocalisés sur smartphone, et puis le domaine routier. Où là, les volumes font que, nécessairement, c'est ce qui va occuper le plus de place d'un point de vue activité économique. Et l'agriculture, le chiffre est donné, c'est 1,3% à comparer au géospatial 2,6%, pour prendre les deux plus significatifs. Donc l'agriculture, c'est le deuxième marché le plus significatif dans les marchés avérés qui font vivre aujourd'hui tout un tas d'équipementiers, de fournisseurs de correction, etc. Alors, pourquoi ces marchés-là, globalement, c'est couplé du GNSS à d'autres systèmes de mesure. Ça peut être des caméras, du lidar, etc. Ça peut être des sondeurs acoustiques pour obtenir une maquette numérique du monde réel. Le premier point, c'est celui-là. C'est ajouter une information X, Y, Z, une coordonnée sur une information, pour passer des systèmes d'information au système d'information géographique. Et l'addition de cette donnée spatialisée sur la donnée métier apporte énormément de valeur à la donnée métier. Et la quatrième dimension qu'on peut amener, c'est un temps. Si on veut que cette maquette numérique ne soit pas figée, mais qu'elle se déplace en même temps qu'elle évolue en même temps que le terrain évolue, en fait, c'est 4D. Et si on parle de 4D, ça rejoint tout à l'heure, et peut-être plus globalement les travaux dans votre chaire, si je vois le monde réel évoluer sur quelques heures, je peux peut-être prédire par apprentissage dans quel état il va être dans quelques heures. Et ça permet de gérer en avance de phase des flux logistiques sur un chantier. Si je vois combien j'épand d'engrais, pour X ou Y raison, parce que mon tracteur patine, parce que mon outil va pas bien, je suis obligé de réduire ma vitesse. Mais si quelque part j'ai un système d'information qui suit ça, et qui voit combien j'ai épandu d'engrais sur les 2 dernières heures, peut-être que je peux prévoir combien je vais en épandre dans l'heure d'après pour mettre les camions sur la route pour venir recharger le semoir en engrais. Donc ça, c'est des choses qui commencent à exister dans le domaine. Et donc géoréférencer, arriver au système d'information géographique 4D+, ça sert à quoi? Parce qu'avoir cette maquette, on peut se faire plaisir à la regarder, à se dire c'est vachement sympa. Ça sert à automatiser les activités terrain dans les différentes chaînes applicatives qu'on a décrites tout à l'heure. Et notamment pour l'agriculture de précision avec l'autoguidage, alors le guidage, puis l'autoguidage, pour limiter les manques et les recouvrements entre passages. Les chiffres publiés par exemple par Arvalis, qui a fait des études là-dedans, c'est
c'est 13% de tous les coûts variables qui disparaissent avec un système d'auto-guidage à 30 cm près quand on utilise EGNOS, sur du pass-to-pass 15 minutes. On réduit la quantité de gasoil, on réduit la masse salariale, on réduit le temps machine, et donc toutes les économies proportionnelles au temps, ça pèse 13% de l'activité du poste de coût dans une exploitation agricole. Et la question, c'est de se dire, ok, je continue à travailler comme ça, mais finalement, pourquoi je retourne complètement une parcelle pour certains types de cultures où ma plante va occuper qu'une portion limitée de l'espace. Typiquement, sur du maïs, on peut avoir un interrand de 80 cm, pourquoi je m'embête ici à aller travailler le sol? Je pourrais ouvrir un sillon, planter dans ce sillon, mettre mes intrants dans ce sillon, et faire ce que Terrena, donc, qui est une COP, qui est la plus grosse COP française et la 9e européenne, appelle l'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire avec les mêmes ressources, la même réglementation en apport d'intrants, je fais des maïs plus gros, plus beaux, plus forts, parce que je leur mets la même dose d'engrais là où ils en ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Et donc la bonne dose au bon moment, au bon endroit, c'est l'agriculture de précision, et ça peut changer les itinéraires culturaux et les modes de culture, où il y a des vertus connexes qui apparaissent. Si j'ai moins besoin de mécanisation, j'ai moins de masse sur mes machines, je peux descendre la masse des machines, moins tasser le sol. Moins tasser le sol, ça veut dire moins de ruissellement, ça veut dire une meilleure capacité du sol à retransformer la matière minérale en matière organique. Et donc c'est préservation du système. Puis ça ouvre peut-être la voie à des cultures associées, autres. Enfin, en tout cas, on n'est pas que dans l'optimisation de donc ça va loin, l'apport, en fait, ces histoires de GNSS, c'est que ça change de production. Le métier. Ouais. Pour conclure, un mot de conclusion. Et donc dans le domaine, on parlait tout à l'heure, ça sert pour la collecte d'informations SIG, pour être capable d'aller détecter des prises de maladies dans une culture, d'être en capacité, avec son smartphone, de pouvoir obtenir un positionnement de l'ordre du mètre, au lieu d'un positionnement qui est de l'ordre de quelques mètres ou dizaines de mètres, comme on l'expliquait tout à l'heure. Avec les nouvelles versions d'Android, on peut accéder aux données brutes des téléphones portables, et donc on peut appliquer des corrections dans les téléphones portables à travers des apps pour ramener leur précision à quelque chose qui est de l'ordre du mètre en quelques dizaines de secondes. Ça, c'était avant, ça, c'est après, pour montrer l'exemple. Et ça touche ça tout de suite, si on le généralise, l'Internet des objets et le positionnement des objets avec la géolocalisation de tout ce qui peut traîner sur une exploitation agricole ou dans un système de production végétale avec la coopérative, l'agriculteur, enfin, tout le système. La stratégie, je l'ai expliqué tout à l'heure, on va aller vite là-dessus. Pour arriver, si le temps nous compte, au type de performance qu'on obtient. Donc on a fait des tests l'été dernier avec Arvalis, Institut du Végétal, qui a montré avec toutes leurs fermes expérimentales à Boigneville et tous les systèmes de contrôle des différents systèmes productifs agricoles, dont une partie machinisme, augmentation GNSS, qu'avec notre système PPP-RTK, le global PPP-RTK, on obtenait 3,4 cm. Alors c'est les résultats de l'expérimentation qui a duré plusieurs semaines. À 95%, au bout de 15 minutes, en PPP, avec convergence de 30 minutes, 3,8 cm, et avec des petits récepteurs monofréquences à quelques dizaines d'euros, 50 à 60 cm. Et ça partout dans le monde. Donc on a des implémentations de référence, je ne vais pas détailler toutes les capacités, qui permettent à nos intégrateurs, fabricants d'outils, de machines agricoles, très rapidement, de pouvoir sur des petites séries avoir quelque chose de directement utilisable, qui sont capables pour des plus grosses séries de s'approprier à travers les kits de développement. Donc ça, c'est les implantations de référence de nos kits de développement. Et on a travaillé des hybridations avec des centrales inertielles, plus ou moins grosses, et avec différents constructeurs pour pouvoir proposer des briques globales hybridées. Et avec un concept également de base RTK auto-géoréférencée par PPP, qui permet d'aller chercher toutes les machines qui sont équipées en première monde de systèmes de guidage et d'autoguidage, où on ne va pas typiquement, des tas d'industriels sont positionnés, des tas de machines sur le terrain sont vendues avec des capacités RTK, on ne va pas aller démonter le récepteur pour changer ses capacités. Et donc l'idée, c'est de dire comment je peux utiliser le PPP pour résoudre le problème sur une station de référence en bord de champ, de la mise en coordonnées précises de cette station-là pour avoir de la répétabilité dans les différentes interventions culturelles. Parfait. Du coup, la transition est toute faite avec la présentation derrière de Paul. Oui. Et donc, dernier petit point, on a gagné un CES Award il faut le dire, ça. En début d'année sur cette capacité à proposer à tous les intégrateurs métiers de manière agnostique un flux de correction
pour toutes les applications qu'on voit. On a gagné un PIAV en 2017 et on a fait une levée de fonds avec Demeter qui est dans la salle, donc qui est un investisseur privé pour développer l'entreprise et notamment sur les États-Unis. Et on voit ici quelques-uns de nos clients, quelques annonces étant à suivre dans l'année dans le domaine agricole. Voilà, je vous remercie. Suspense. Merci beaucoup Romain. Je vous invite à vous asseoir.